Alors, on va faire on va faire de l'histoire et du patrimoine parce que l'un est toujours lié avec l'autre. Si on n'a pas la vision du patrimoine, on a du mal à faire l'histoire. Si on n'a pas l'histoire, on ne comprend pas le patrimoine. Donc, j'ai l'habitude de travailler sur les deux en même temps. Alors, d'abord, il faut aller voir les lieux et comment y aller, comment choisir où aller. Alors, il y a un premier site qui est Alemania Judaica, extrêmement bien remplacé, Mm. extrêmement bien documenté sur toute la région. C'est très propre. Alors, c'est une technologie par liste, qui date de 2002. Le site n'a pratiquement pas évolué. La technologie n'a pas évolué. Ça reste extrêmement agréable, extrêmement simple à maintenir et donc toujours à jour. Il y a l'Alsace, il y a la Suisse, il y a le Pays de Bade, c'était le départ, à Bade-Wurtemberg. Mais maintenant, il y a le Palatinat, il y a la Hesse. Donc, il y a toute la région, je dirais, sud-est de l'Allemagne et territoire avoisinant. C'est très, très agréable à utiliser. Très simple, bien sûr. Il n'y a pas de carte. Hein, pas, la carte interactive, ils ne savent pas ce que c'est. Mais bon, ça marche. C'est fait par un homme qui s'appelle Joachim Hahn, à lui tout seul. Deuxième partie de la EPJ. Alors, la EPJ sur la France, c'est le site que vous voyez via jlcpjfrance.com. La EPJ, c'est l'association européenne pour la promotion du patrimoine juif. Donc, c'est, si vous voulez, la continuation des Journées européennes de la culture. Donc, c'est une idée qui est partie de Strasbourg, euh, qui est toujours là, qui est toujours vivante. Alors, le site est en modification, je ne sais pas ce qu'il va donner. C'est un peu une maladie. Alors là, c'est des GIC, et ils changent assez souvent le site pour le mettre aux dernières évolutions. Alors là, il est de nouveau en évolution. Je n'ai pas pu tester les données allemandes, qui sont toujours un problème. Il y a un troisième site qui est Giga Europe. Alors, je l'ai mis pour mémoire. Il est fait par un gars individuel, Denis Lévy-Villard, qui est informaticien, donc c'est extrêmement bien fait, extrêmement agréable à lire. C'est pas mauvais sur l'Alsace, c'est absolument épouvantable sur l'Allemagne. Ça reprend une brochure PDF de l'Office du tourisme allemand, qui est mauvaise, qui oublie trois quarts des choses, donc n'y allez pas. Par contre, sur l'Angleterre, c'est pas mal. Donc, comme vous avez besoin d'aller quelque part, regardez-le. Le quatrième, c'est Judaïsme SDB. Alors là, il y a plein de choses, essentiellement quand même sur la partie française, moins sur la partie allemande. C'est très agréable, mais effectivement, si vous préparez une tournée touristique, vous ne savez pas très bien où aller, il faut démarrer, c'est pas évident. Le cinquième, c'est mon. Tiens, je viens de le ranger, mais je vous le sors. C'est le guide de voyage en Allemagne. C'est un guide de voyage qui s'appelle Traveler's Guide to Jewish Germany. C'est un livre qui a été fait par Billy Ann Lopez. C'est aux éditions Pélican. C'est excellent. Excellent. Rien n'est oublié. Les notices sont claires. Les photos sont bonnes. C'est un petit livre. Ça doit avoir une vingtaine de dollars. Vous le trouvez bien sûr sur Amazon. Pas difficilement ailleurs. C'est aux éditions Pélican. C'est très, très bien fait si vous voulez vous promener. Il y a tous les sites où il y a quelque chose à voir sont dessus. C'est souvent les petits sites, mais il n'y en a plus tellement en Allemagne. Hitler a très bien travaillé. Alors, il y en a un autre qui voulait être le site de référence, c'est douicheprecis.de. C'est un site qui est fait par le musée de Berlin. Alors là, on est en plein délire technologique. N'oubliez qu'une chose, c'est qu'il y a des données à rentrer. Ça fait 4 ans que je le suis, je n'ai jamais vu. Il manque toujours 90% des données. C'est mal foutu. Par contre, ça va être, à la fin, si un jour ça marche, ça sera très, très. Il y aura tout. Il y aura tout, tout, tout. Les vieilles communautés, les nouvelles communautés. Et sans qu'on puisse exactement discerner, d'ailleurs, les tris sont difficiles. N'oubliez pas d'aller enfin, je terminerai avec ça, sur les sites des trois Landeszentrale pour politische Bildung. Essentiellement, alors Bade-Württemberg, c'est très très bien fait. Euh, Ça comprend toutes les synagogues visitables. Donc c'est le Landeszentrale für politische Bildung Bade-Württemberg. Vous avez également celui de la Sarre, qui n'est pas mauvais, mais il n'y a plus grand-chose. Et vous en avez, mais celui de Palatina, par contre, n'a pas de synagogue. Et ensuite, le suivant, donc le dernier, je dirais, c'est un petit livret qui est publié par les sites du Pays de Bade, et ça se trouve sur Internet, hein, et vous avez donc les 5 sites du Pays de Bade dont on parlera un peu plus tard. Voilà. Donc, tout ça, ça vous permet d'y aller. Bon, moi, j'ai consulté en plus une quinzaine de gros bouquins, toutes les synagogues du Pays de Bade, toutes les synagogues de Württemberg, etc., toutes les synagogues du Palatinat. Bon, ben, ça, vous les avez pas, ça vaut quand même relativement cher. Suivant. Alors, Jean-Pierre, je propose qu'on va mettre peut-être plus tard sur le Facebook la Ouais, liste, oui, comme je ça pense. va être accessible. Voilà, suivant, Ouais. qui va. Euh, alors,
Tu passes à la suivante. Alors ça, c'est ce qu'on trouve sur le site de la Sarre. Il y a une synagogue qui est transformée en église néo-apostolique. Je ne savais même pas qu'elle existait à Villers-Farngen. Bon, elle n'est pas spécialement jolie, mais elle est sympa avec sa croix, elle est bien entretenue. Suivante. Là, je passe à l'époque romaine. Alors pourquoi l'époque romaine? Parce que j'en ai un peu marre, et ça, c'est une de mes... d'entendre les Juifs sont arrivés avec les Romains, ils étaient à Cologne, donc ils sont à Strasbourg, etc. On dit des conneries. Alors, je vais vous expliquer un peu ce problème, qui est le seul véritable problème historique de la région en ce qui concerne son histoire. Là, j'ai une carte qui représente les expéditions romaines entre 12 et 9 avant Jésus-Christ. Donc, vous voyez, la Gaule et l'Allemagne sont l'ouest du Rhin, pardon, sont romains depuis moins 38. En moins 38, la conquête jusque quasiment les embouchures du Rhin est faite. Ils vont essayer d'aller à l'est. Là, vous voyez où ils tentent d'aller à l'est. Ils tentent d'aller à l'est à Cologne, parce que c'est là où il y a les plus gros dangers, les Saxons, etc. sont extrêmement dangereux. Donc, ils vont essayer de faire un glacis. Suivante. Vous voyez là, les campagnes, on est au-dessus de Trèves. Hein. Alors là, j'ai essayé de représenter ce qui s'est passé. Donc, vous avez une ligne dans les rouges. Alors, la ligne rouge, c'est la frontière romaine à peu près à l'époque du Christ. Il y aura moins 5, 0. Donc, on va de La Hague, d'Amsterdam, l'embouchure du Rhin, on remonte le long du Rhin et on rejoint le Danube. Et c'est là qu'il y a un problème. Le Danube, c'est la rivière bleue en bas, le Rhin, c'est la rivière bleue en haut. La troisième rivière, c'est l'Elbe. Alors, assez approximatif, c'est avec des affluents. Donc, et vous voyez que si vous faites Elbe, Danube, Rhin, vous avez quasiment une figure géométrique, on va dire par losange, parallélogramme. Et donc, cette figure géométrique, les Romains vont essayer d'en se rendre maîtres. C'est pour ça que j'ai mis une frontière en pointillé vert. Ça leur permettrait d'assurer la sécurité du monde romain vers le sud, en contrôlant le Brenner, et vers l'ouest, vers la Gaule. Ils vont essayer, et en 9 après Jésus-Christ, au point rouge, Teutobourg, ils vont essuyer une défaite pas possible. La Légion sera détruite, rincée par un général germanique, mais qui a passé par les légions romaines pendant de nombreuses années, qui est Arminius. Et Arminius va lessiver les légions romaines. Là, ils vont renoncer, ils en ont marre, ils n'y vont plus. Ils vont créer la frontière verte, que vous voyez, qui est une ligne de raccourci pour éviter ce point de grande faiblesse qui est le coin qui s'enfonce entre Karlsruhe, Stuttgart et Strasbourg dans le fond. Donc un point extrêmement difficile à protéger. Donc ils vont créer une espèce de frontière. Derrière, c'est les champs d'écumates. Cette frontière est assez mal gardée et elle va sauter en 200. Ça veut dire que cette frontière du Rhin, à ce niveau-là, ne sert à rien d'abord parce que vous ne rentrez pas facilement en Allemagne. Les distances sont grandes. Il vaut mieux passer par Cologne-Düsseldorf ou directement au niveau de Ingolstadt, Ratisbonne. Elle ne sert à rien et en plus, elle est dangereuse puisque la surface de frontière exposée est très grande. Et vous comprenez bien qu'entre Francfort, Mayence et pratiquement Nuremberg, à la hauteur de Nuremberg, il y a du côté alors, du pays romain ou du côté de la Germanie, il n'y a aucune ville commerciale qui s'est implantée. Et donc Strasbourg en particulier n'existe pas. Ce n'est pas des colonies romaines, c'est uniquement des villes de garnison, des villes militaires, plus ou moins importantes. Strasbourg, qui est évidemment au fond du creux, est une garnison extrêmement forte, mais vous en avez une très forte à Mayence, vous en avez une très forte du côté d'Ulm, etc. Suivante. Donc je pense que vous avez compris maintenant pourquoi il n'y a jamais eu Et là, j'enfonce le clou. Là aussi, vous voyez qu'il y a toujours dans cette frontière à gauche, donc vous avez la Gaule, en dessous, vous avez la ligne qui s'arrête au Danube. Donc ça, c'est les frontières, je dirais, nord et nord-est de l'Empire romain germanique. Et vous voyez toujours ce petit creux où se trouve Strasbourg, zone extrêmement dangereuse, très mal irriguée en route. Alors que si vous partez de Strasbourg, vous allez vers le nord, il y a un petit point où il y a 3 routes qui arrivent importantes. Ben, c'est Cologne, où vous voyez aussi que vous avez un itinéraire direct qui part de Marseille et qui arrive à Cologne. Et ça, c'est l'épine dorsale, c'est une des épines dorsales de l'époque romane. Et elle passe, bien entendu, Rhône, Saône, Metz, Moselle, Meuse. Alors, vous avez Meuse et Moselle, une qui part plus à gauche vers la Meuse, et qui va au Rhin, et Moselle et va également au Rhin. Voilà. Donc, vous avez compris la géographie. Pourquoi il n'y a jamais eu de Romains à Strasbourg?
ni d'ailleurs à Mayence, ni d'ailleurs à Cologne, ni d'ailleurs à Worms, ni d'ailleurs à Speyer, ni d'ailleurs de l'autre côté vers l'Allemagne. Suivante. Là, on va tout de suite faire 8 siècles. On passe, les Romains donc, ne sont jamais venus chez nous. On va voir ce qui se passe du côté de Charlemagne. Et donc, vous voyez que Charlemagne, Alors, Charlemagne, en fait, c'était tout son empire. Il est en 3 zones. Une zone qui est l'Est. Vous voyez qu'il a beaucoup, beaucoup gagné vers l'Est. Il craint un petit peu moins les Magyars et autres envahisseurs. Sa grosse bataille, ça va être contre la Saxe au nord, où il va y avoir de la guerre en permanence parce que les Saxons sont extrêmement bons guerriers. Ils ne veulent pas se christianiser, ils veulent vivre leur vie. Ça, Charlemagne, il n'aime pas trop. Et donc, vous voyez qu'au milieu, il y a. Et vous avez à gauche une partie qui va être attachée à la France, qui l'a conquis également, qui contient toute la Gaule. Mais vous voyez qu'il y a une grosse partie italienne. Et vous comprenez bien que pour quelqu'un qui vit en Austrasie, à l'est de l'Austrasie, la tentation italienne est très forte. On la retrouvera à la Renaissance. Et ça explique que l'Allemagne et l'Italie, par le Brenner, qui est légèrement à gauche, on verra plus loin, ça a été la tentation des empereurs jusqu'à l'an 1000 d'être avant tout empereur d'Italie et éventuellement empereur de Germanie. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie complètement. Sachant que quand on arrive aux alentours de l'an 900, il n'y a pas encore, à part Cologne, et la rive est du Rhin, la rive ouest du Rhin, il n'y a pas un seul juif en Allemagne. On continue. Suivante. Voilà. Alors là, je vous montre ce qui se passe dans l'an 800. Dans l'an 800, la Méditerranée se ferme. De plus, l'Empire romain d'Orient, donc capitale Constantinople, se ferme aux Juifs, se ferme plus ou moins aux latins chrétiens. Il y a une guerre ouverte en disant que nous sommes l'Empire romain, le patron de l'Empire, c'est Constantin d'ailleurs, le patron de l'Empire romain d'Orient, furieux littéralement que Charlemagne se soit fait couronner, il dit le seul Empire romain c'est nous, vous n'êtes que des imposteurs, d'ailleurs vous êtes des Allemands, donc il va complètement se fermer. Et donc 2 routes se créent vers l'est, une première qui passe au nord de la mer de la Crimée, et de la presqu'île de Crimée, même au nord vous voyez, bien au nord de la mer Noire, c'est la route normale, et une deuxième qui va essayer de prendre le Danube, traverser la mer Noire et d'arriver, tout ça, ça arrive vers la mer Caspienne et ça file ensuite vers le sud pour éviter Constantin. Et pour éviter aussi les vilains musulmans qui contrôlent la Méditerranée. Donc ça, c'est la grande route commerciale du Moyen-Âge. C'est à pied, ça se fait, et évidemment, les marchands juifs vont se mettre au point de départ de cette ville, et cette ville, le point de départ, c'est essentiellement Mayence. Et également, dans cette route est-ouest, pour aller vers l'ouest, on passe par une autre ville importante qui est sur l'axe Marseille-Cologne, et qui est Metz. Et Metz est sans doute la ville nord, après l'époque romaine, hein, et peut-être Cologne et Trèves, la ville la plus importante de l'Empire romain, enfin de l'Empire germanique, je dirais aux alentours de l'an 800, probablement 850 à coup sûr, avec également une école talmudique importante, etc. Donc Metz devient très importante en 850. Suivante. Continue. Là, je vous ai montré l'Empire en 1034. Vous voyez que Marseille et la Méditerranée, ça en fait partie. Vous voyez la frontière de la France, là, le petit point à gauche, et vous voyez qu'on passe par Metz et on va directement à Cologne. Donc, c'est une des routes. La deuxième route, c'est légèrement à droite de la botte italienne, enfin, sur la botte italienne, partie droite, c'est la route du Brenner, qui permet de rejoindre ce qui serait à travers l'Autriche actuelle, permet de rejoindre Munich, et donc la ligne du Danube. Donc ça, c'est important parce que vous voyez qu'effectivement, il y a cette continuité, et ça va nous permettre de comprendre mieux l'histoire après. Suivante. Et là, donc, je vous ai représenté une carte qui était sortie. Alors, c'est une mauvaise photographie, mais c'est encore la moins mauvaise que j'ai. C'est ce matin qu'il avait supprimé 1500 à 2000 postes. Comment peut-on expliquer? Je ne comprends pas là. La question, je ne comprends absolument pas. C'est très, très réverbéré. Donc là, j'ai également une carte qui vous montre bien cette ligne est-ouest en Allemagne qui va de Prague à Trèves, Metz, et
et qui donc va continuer, et qui est sur l'itinéraire est-ouest, au nord des Alpes, puisque les Alpes sont encore très difficiles à passer. Suivante. Bon, alors maintenant, on va passer à la partie un petit peu touristique. Alors, si je voulais continuer à raconter un peu la suite, quand même, là, j'ai plus mis de slide, bon, j'ai tous les détails. Donc, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Cette ligne va s'établir. On va avoir donc cette série de grandes communautés allemandes est-ouest. Et puis, sur le Rhin, il va se passer des choses graves. Il va y passer la première croisade. On est en 1090, donc on est après ça. Vous avez les premières croisades qui prennent l'axe du Rhin. Elles passent par Metz, où les Juifs ne souffrent absolument pas. Il y a 24 morts, je crois. L'évêque les convertit, convertit tout le monde, propose aux Juifs de les convertir à titre provisoire. Il y en a 24 qui n'acceptent pas. Bon, ben, ils se font ramasser. Les autres le font. Ils se reconvertissent au judaïsme. Fin d'histoire. Ça ne se passe pas trop mal à Spire, ça se passe très mal à Worms. Essentiellement parce que des seigneurs allemands veulent se faire du juif. Les évêques essayent de protéger, mais il n'y a pas moyen. Et donc, il y a de l'argent à gagner. Hein. C'est tout, c'est du massacre pour de l'argent, pas pour des raisons, je dirais, théologiques. Et donc, ils vont se faire massacrer. Ils reviennent très vite, ils se rétablissent très vite. 1050, deuxième croisade. Et là aussi, il va y avoir des problèmes. Il y en aura quand même beaucoup moins parce qu'ils auront pu un peu anticiper. Entre-temps, on a vu que Metz existait en 850. On va avoir Mayence qui va se créer vers 950, qui va devenir très très vite une ville importante d'un point de vue religieux. Puis Worms, on est en 1020 à peu près. Donc, et ensuite, on va Rachi, qui viendra de Troyes. Alors, est-il né à Troyes? J'en suis pas sûr en fait. Viendra de toute façon faire ses études en 1060 à Worms. Oui, en 1060 à Worms. Donc, c'est là qu'il va apprendre son métier, hein, avant de repartir sur Troyes. Et donc, Rachi viendra, etc. Donc là, on va avoir une plaque tournante importante, Mayence, Worms, puis Spire. Francfort va se créer vers 1080, je pense. Donc, vous voyez que toute cette région toutes ces villes sont à 30 km de l'autre, hein, 30-40 km. Mayence était pratiquement un faubourg de Francfort. Toutes ces villes qui sont le départ de cette route commerçante vont devenir extrêmement importantes. La Grande Peste va arriver là-dessus. Et en Allemagne, il va se passer quelque chose. Dans cette région, ça sera un petit peu différent de chez nous. C'est-à-dire que très vite, les Juifs vont se faire exclure. Alors qu'en Alsace, on va attendre 1480 pour que ça commence. Là-bas, j'ai déjà je vous donne les dates, j'ai des quelque part. J'ai déjà des dates. Magdebourg, 1384. Ulm, 1380. Bon, Strasbourg, 1388. Spire, 1434. Augsbourg, 1410. Mayence, 1420. Etc. Donc, on est beaucoup plus tôt qu'en Alsace. Il va y avoir cette exclusion qui va être contournée, alors, exclusion sauf ghetto. À Worms et à Francfort, ils vont faire un ghetto et ils pourront rester en ville. Ailleurs, ça sera exclusion. Les Juifs vont partir à la campagne, un peu le modèle alsacien, ou ils vont aller dans des petites villes, modèle alsacien, et troisième chose, ils vont aller en Pologne. Donc, on a les trois hypothèses pour les trois choses qui se passent pour la communauté. On est donc exactement dans le même contexte de l'Alsace, sauf qu'on est 100 ans plus tôt. Et là, l'histoire se continue, donc la guerre des paysans qui va faire beaucoup de mal, 1530. Et comme en France et comme en Alsace, vers 1600, on va arriver le premier retour de Juifs. Alors, plusieurs choses, plusieurs causes possibles. La situation se gâte en Pologne. Les Juifs rentrent en Allemagne, Alsace, enfin, dans l'espace germanique. Ils fuient la Pologne. Entre-temps, le protestantisme est arrivé en Allemagne. Il a créé un certain relativisme religieux. Je dirais que la guerre, les Juifs, c'est finalement le facteur commun entre les catholiques et les protestants. Hein, ils sont à l'origine des deux, entre guillemets. Donc, ils sont plutôt mieux acceptés à partir de 1600 qu'ils l'étaient avant. Donc, c'est un facteur. Il y en a peut-être eu d'autres. Hein, Pologne. Besoin aussi, il y a aussi une nouvelle renaissance, c'est-à-dire un besoin d'argent, c'est-à-dire un besoin d'économie. Donc, encore une fois, le retour des Juifs à partir de 1600
pendant et après la guerre de 30 ans, et ça c'est important, ils reviennent dès avant la guerre de 30 ans, c'est Ingold qui avait montré ça dans le Rhin, puis pendant la guerre de 30 ans, ils sont là, ils ont doublé ou triplé après la guerre de 30 ans. Donc, en 30 ans, ils vont tripler. Ce qui veut bien dire qu'il y a quelque chose d'un appel. Et ensuite, c'est l'expansion du judaïsme, encore une fois, en Allemagne, en Alsace, dans tout cet espace, et la montée des droits de l'homme, alors là, Aufklärung en Allemagne, le siècle des Lumières en Alsace, enfin, dans les territoires maintenant français, et en 1784, c'est la levée du péage corporel, 87 en Allemagne. Vous voyez qu'on est exactement parallèle. La Révolution va redonner un petit coup d'avance aux espaces côté français, puisque les Juifs sont intégrés à partir de 1792. Il faudra attendre 1860 pour que ça soit complet en Allemagne. Là, il y a un retard très net. Ils n'accèdent pas à tous les métiers avant 1900, pour très peu de temps, en fait. Suivant. Puis bon, il y a le nazisme. Donc, on a fini l'histoire. On la présente, on avait Worms. Pardon, excuse-moi. Tu reviens? Tu reviens, il y a... Là, qu'on a Worms. Alors, Worms, synagogue médiévale, c'est la deuxième synagogue. En fait, là, c'est la troisième. La troisième étant une copie de la seconde qui a été complètement détruite pendant la Seconde Guerre. Et donc, vous avez une synagogue assez classique. Ce que vous voyez à gauche, c'est la synagogue des femmes. La petite extension, c'est ce qu'on appelle la maison de Rachi. C'est là où il aurait étudié. Ça, c'est pour faire plaisir. Donc, on rentre dans la synagogue. Vas-y, suivante. On rentre dans la synagogue comme au siècle dernier. Voilà. Et c'est une synagogue assez classique, ce qu'on appelle les synagogues à 6 nefs. Vous voyez qu'il y a 2 colonnes au milieu. C'est toujours pareil, les colonnes sont nord-sud, toujours. L'arche sainte est au fond. L'espace de la bima est entre les colonnes. Alors, vous trouvez exactement la même disposition à Prague. Les hommes sont généralement assis, les notables sont assis dos à la bima. C'est assez amusant. La bima est généralement surélevée, mais là, on est au 19e, au Moyen-Âge. On parlera un jour du Moyen-Âge, sur toute l'Allemagne. Donc, la bima est normalement surélevée. Et donc, ça, c'est la synagogue absolument classique de l'époque médiévale. Et à gauche, vous avez 2 ouvertures. C'est la synagogue des femmes, qui a été ouverte au 19e siècle, mais qui auparavant a été percée. Donc, c'est un dessin qui date du 19e, c'est pas antérieur. Donc, voilà la synagogue du ventre. C'est une copie, mais ça vaut le coup de voir comment c'était quand même. Suivante. Ce qui n'est pas une copie, par contre, c'est le cimetière de Worms. Ce n'est pas une copie, c'est effectivement un cimetière médiéval. Et là, vous avez la tombe du rabbin Meir de Rothenbourg, rabbin miraculeux qui s'est fait arrêter, qui est mort à Ensisheim. Enfin, il est mort, je pense, à Wasserburg, en fait, mais bon, c'est pas grave. Il est mort à Ensisheim et on ramène son corps. Il sera obligé, le retour sera l'objet d'un odieux chantage. Donc, rabbin miraculeux, alors, vous voyez les petits papiers, les cailloux, etc. Ça, c'est une photo de moi parce que les photos, généralement, que vous trouvez sur Internet sont nettoyées. Ils nettoient avant. Moi, j'ai pris tel cas. Suivante. Voilà. Alors maintenant, on passe au deuxième. Tu prends le deuxième truc. Alors, je dis, dans le patrimoine, vous ne trouverez pas Mayence, qui est la première ville la plus importante, parce que Mayence, tout a été détruit. On trouvera par contre Spire, avec une synagogue médiévale qui était encore debout au 18e. Donc, elle a été mesurée, dessinée, donc on sait exactement comment elle était. Donc, ça, c'est les murs qui restent. Vous voyez, des murs extrêmement costauds. Elle est de 1170 pour une communauté qui arrive vers 1080. Donc, la synagogue est pas faite tout de suite. Synagogue des hommes, en haut. Alors, vous avez d'abord une espèce de premier carré sur le plan qui ne sert à rien. À droite, vous avez un petit carré en annexe qui dépasse. C'est rien, on ne sait pas ce que c'est en réalité. C'est une petite pièce. Ce n'est pas le même rituel, on ne sait pas à quoi elle servait. Puis la synagogue des hommes. Et en dessous, la synagogue des femmes, qui était voûtée d'ogives, ce qui n'était pas la synagogue des hommes, puisque la synagogue des femmes est plus tardive que celle des hommes. Et vous voyez en bas des petites niches, c'est ce qui permettait aux synagogues, sur le côté gauche aux femmes d'entendre ce qui se passait chez les hommes et de suivre l'office. Les femmes ont un petit corridor que n'ont pas les hommes, qui rentrent directement au nord. Là, vous voyez la bima à l'est, donc les hommes ne passaient pas par le petit couloir. Donc ça, c'est Spire, c'est ce qui reste. Alors, il y a pas mal de reconstitutions, un jour on peut en parler, mais c'est un sujet à lui tout seul. La suite.
Et on est toujours à Spire. Alors là, j'ai fait un pot pourri de photos. En bas, à gauche, vous avez plus ou moins une reconstitution sur la maquette, si vous voulez, du mikvé. Donc vous rentrez par des escaliers assez faciles, une entrée, puis une pièce, une espèce de grand couloir. Vous redescendez jusqu'à un très grand hall avec de chaque côté les endroits où les femmes, je pense, se déshabillaient. Puis vous descendez un escalier et vous allez au bassin. Donc, ce que vous avez juste au-dessus, c'est l'escalier d'entrée. En haut, c'est les pièces avec la pièce qui correspond à peu près au premier étage. À droite, j'ai représenté, pour bien montrer extérieurement, un détail d'une colonne. En bas, vous avez le bassin, puis la vue du bassin vers le haut. C'est pas facile à photographier. Les photos sont pas bonnes, celles d'Internet sont pires. Alors voilà, je fais quelque chose. Donc Spire, allez-y, ça vaut vraiment la peine. Il y a encore un musée. Vous pouvez passer une journée entière à Spire, il y a plein de choses à voir. Une très belle église protestante, un musée des techniques et le musée du Lands qui est absolument magnifique, avec des pièces juives. Il y a un petit musée juif à côté du bar rituel. Il faut y aller. Suivant. Je vous y emmène si vous voulez. Et là, on passe à Francfort. Alors, Francfort, il y a avant tout un très grand musée qui vient de réouvrir après transformation. Je pense qu'il est fermé en ce moment, mais je pense qu'il va bientôt réouvrir définitivement. Et vous avez aussi un cimetière médiéval, un des derniers restes donc de cette civilisation, cette zone Spire, Francfort, Worms, Mayence. C'est tout ce qui reste du médiéval. C'est quand même pas mal. À part Prague, il n'y a pas grand-chose d'autre au monde. Puis Rouffach en France, bien sûr, qui est un peu mieux conservé. Vous avez encore une petite synagogue pas très loin, mais c'est à mon avis à plus de 2 heures de voiture, donc je ne l'ai pas prise. C'est Miltenberg. Malheureusement, elle est complètement enclavée dans une brasserie. Et on n'y a pas accès. Voilà. Donc, on continue. Donc, on va quitter le Moyen-Âge. Vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose. Alors, sinon, je vous ai encore mis Andernack. Alors, Andernack, c'est un trop beau mikvé, mais il est déjà nettement plus au nord. Enfin, si vous allez à Cologne un de ces jours, puisqu'il y a un nouveau musée qui devrait ouvrir à Cologne, mais il était prévu d'ouvrir en 2010. Mais vous savez que les chantiers allemands, on sait quand ça commence, on ne sait jamais quand ça finit. J'ai connu ça dans mon usine. L'aéroport de Berlin en est un exemple extraordinaire. Et la zone archéologique juive de Cologne, elle date d'à peu près 2008 pour une ouverture en 2012. Bon, on ne sait toujours pas quand ça va ouvrir. Vous avez Andernack, là, qui a un très joli mikvé. J'ai le plan au-dessus. Là, je vous ai montré le bassin. Là encore, difficile d'atteindre, mais bon, il ouvre de temps en temps. Recherchez sur Internet. Non ? Jean-Pierre, je m'excuse de vous déranger. Est-ce que vous pourriez parler un petit peu plus fort parce que c'est difficile de bien entendre? Ok. Ben, merci beaucoup. Je suis désolée, je n'entends pas les fins de vos phrases. C'est dommage. Je vais mettre un casque, comme ça, c'est ira mieux. Merci beaucoup, beaucoup. Je mets mon casque si vous avez des problèmes. Ça pourra prendre 15 secondes. Ça va mieux avec le casque, j'ai déjà remarqué, mais c'est pour ça que je vous ai posé la question au début. Là, on passe. Alors, il n'y a plus rien après. Il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'on quitte, on est en 1349. Hein. Tout ça, ça va être plus ou moins démoli ou abandonné, ou ça va conserver sous forme de ghetto. Et il n'y a plus rien. 15e siècle, rien. 16e siècle, rien. 17e siècle, rien. En Allemagne. En France. Jean-Pierre, ça veut dire quoi, rien? Il n'y a aucun vestige. Je vous ai raconté l'histoire. C'est la même qu'en Alsace. Alors qu'en Alsace, on a quand même Obernai. On a quand même 4 synagogues Obernai. Alors qu'on a quand même, on a Trenheim. Alors Trenheim, c'est déjà 18e. Mais on a quand même Obernai 2, Obernai 3. Donc on a quelques restes quand même de cette vie après la Grande Peste, entre la Grande Peste, je dirais, et la fin des guerres de 30 ans. Oui. On a quelques restes. En Allemagne, il n'y en a aucun. Comment ça s'explique cette différence? Parce que l'Alsace, à cette époque, n'était pas française. On n'a pas eu Hitler. Dire, il y avait les mêmes lois des seigneurs. Et... On n'a pas eu Hitler. On n'a pas eu Hitler. Et deuxièmement, ce qu'on constate aussi, c'est qu'en Allemagne, après 1349, les villes s'arrêtent extrêmement vite. Il n'y a plus de judaïsme dans les villes après 1349. Alors 1350, 1380, 1420, 1450. Alors qu'en Alsace,
Molsheim 1480, Obernai 1520, Mulhouse 1515, Colmar 1520. Donc, Rouffach. Rouffach 1290, c'est médiéval. Hein. Donc, si tu veux, c'est avant 1349. En Allemagne, en 1349 jusque, on va dire 1720, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, ça n'existe plus. Il n'y a plus aucune trace de judaïsme dans les bâtiments. On n'a aucune trace du ghetto de Francfort, on n'a aucune trace du ghetto de Valence. Mais il y a eu des choses, hein. On sait qu'il y a eu, mais on n'a plus aucune trace dans notre région, mais ailleurs non plus. Alors là, on va partir donc on va passer directement après 1700. Hein, et là, le judaïsme se réinstalle. Et on a quelque chose qui est assez amusant, c'est à Odenbach, quelque chose qui ressemble un peu à Trenheim, une maison, vous voyez, à colombage, mais là, c'est une synagogue sur toute la maison, très, très bien décorée. Alors, on a également une soukha de ce monsieur, hein, c'est le même, et donc la maison est décorée avec des très, très beaux dessins géométriques. Il n'y a pas de texte, hein, pas comme à Trenheim, mais c'est extrêmement fin comme travail. Donc, cette maison avec une entrée femme, une entrée homme, avec également une petite synagogue, mais qui est assez jolie et qui est ouverte au public. Parce que c'est une des rares qui soit encore debout. Alors, il faut savoir que Hitler n'a pas tout cassé, mais tout était abîmé. Et entre, on va dire, 45 et 1990, tout ce qui restait a été détruit. Il y a eu énormément de destruction. Oh, c'est des ruines, oh, c'est pas beau, on va détruire. Ou ça va être défiguré. Et il y a un mouvement qui va se créer après 1990, 2000, pour sauver ce qui pouvait encore l'être. Mais entre les deux, ça a été épouvantable. Hein. J'ai des photos de synagogues abîmées avant destruction définitive, il y en a des dizaines. Il y a eu une négation de la Shoah en Allemagne qu'il ne faut pas oublier. Hein. C'est quelque chose dont on pourrait parler, mais ça sera là encore un sujet à lui tout seul, pour lequel je serais en plus pas très compétent. Donc, Odenbach, 1732, je crois. Hein. On va continuer sur une toute petite synagogue. C'est ça. C'est Weisenau. C'est tout petit. Hein, vous voyez, il y a 2 portes. Vous avez l'extérieur. Alors, j'ai aussi l'intérieur non restauré. Je ne l'ai pas mis. J'aurais peut-être dû. Ça a été restauré. C'est devenu salle culturelle. Alors, bien sûr, il n'y a plus de jus dans tous ces coins-là. Et donc, ils en font des salles culturelles. C'est assez utile. Il y a un énorme effort qu'ils n'ont fait pas en France pour rappeler le nazisme, rappeler les besoins de coexistence, etc., l'accueil des réfugiés. De ce côté-là, ils sont beaucoup plus énergiques que chez nous. Dans chaque land, il y a ce qu'ils appellent la Landeszentrale für politische Bildung, qui sont des grosses organisations qui s'occupent que de ça. Programme de jeunesse, programme de restauration, soutien à des œuvres de restauration, etc. Donc, si vous êtes là-dedans, vous ramassez du pognon pour restaurer votre synagogue. En France, ça ne marche pas. Suivante. Donc, et on quitte le 18e. Donc, vous voyez qu'il n'y a quand même pas grand-chose. Hein. Il n'y a plus grand-chose. Là, j'arrive à Delémont. Alors, je vais essayer d'intégrer un peu la Suisse quand même. Delémont, qui est pas très loin de Belfort. Belfort, c'est le sud de l'Alsace. Donc, allez, on met Delémont. Qui a une très belle petite synagogue qui est ouverte assez souvent, qui a été restaurée. Je ne l'ai pas toujours connue comme ça. Et qui est intéressante. Bon, c'est une synagogue 19e, début 20e. Mais elle est encore assez grande. Vous avez aussi la Chaux-de-Fonds, qui est la petite sœur de Strasbourg, qui n'est pas très loin. Et on va peut-être prendre la suivante. Là, la suivante, c'est Endingen-Engnao. Alors, c'est 2 synagogues seules. C'est un coin qui s'appelle Surtal, qui se trouve à peu près à 50-60 km à l'est de Bâle. Et donc, c'est sur la frontière, c'est tout près de la frontière suisse-allemande. Et c'est au niveau de Baden, si vous connaissez un peu la Suisse. Et donc là, il y avait une petite vallée où les Juifs avaient le droit de résider en Suisse. C'est le seul endroit en Suisse où vous avez le droit de résider. Au début du 19e siècle, ils reconstruisent leur synagogue. On a des photos des synagogues anciennes, enfin on a des dessins. À mon avis, j'aurais aimé les voir. Bon. Alors, vous voyez celle de gauche, je crois que c'est Einningen. On voit qu'ils ont mis carrément une abside. Bon, ça ressemble un petit peu, c'est un peu ce qu'ils ont fait à Winsenheim au Rhin. Et ils ont mis une cloche.
Pourquoi une cloche? Parce qu'il n'y a pas d'église, il n'y a pas de mairie, c'est la seule cloche de la ville pour sonner le tocsin. Vous avez également d'ailleurs à Schirheide en Alsace la même chose. Et l'autre est également, il n'y a pas d'église non plus à Lengnau, mais il n'y a pas de cloche. Et à mi-chemin des deux, il y a un cimetière commun. Il paraît qu'elles ne s'entendaient pas en plus ces deux communautés, mais ils enterraient les morts au même endroit, mais dans deux zones séparées, un cimetière qui date d'à peu près le XVIe siècle. Très très beau, retourne à la nature, très bien entretenu, avec bien sûr un rabbin miraculeux, mais bon, allez-y, c'est une très belle journée à passer. Là, ce que je vous fais là maintenant, c'est des propositions d'excursion, on va dire. Hein. C'est une très très belle journée à passer, et il y a beaucoup de choses, c'est ouvert, alors renseignez-vous sur Internet, c'est assez souvent ouvert, ils ont leur propre site Internet, donc allez-y. On continue. Je voudrais ajouter à ces deux synagogues suisses, comme moi je suis originaire de Suisse, que pour nous, les ressortissants de Lengnau et Endingen, du Surtal, entre Bâle et Zurich, c'était considéré pour nous l'aristocratie de la communauté juive. Bah, c'est les seuls anciens. Oui, très souvent liés aux juifs alsaciens, parce que le gouvernement suisse avait interdit tous les mariages entre juifs suisses et juifs germaniques ou français. Et comme l'Alsace, il faut croire, n'était pas tellement dangereuse, alors le seul endroit où les juifs suisses pourraient se marier en dehors de ces deux villages était en Alsace. Voir les noms Bloch et Bollard et Weil et Klein et tous ces noms alsaciens qui sont devenus des noms suisses dans les différentes communautés de Bâle et de Zurich, etc. Je ne sais plus qui c'est une dame qui a créé des très grands musées mondiaux était d'Endingen-Lengnau, ce qui fait que Guggenheim, ce qui fait que c'est la famille Guggenheim qui est aussi originaire de Lengnau-Endingen, comme je vous ai dit, l'aristocratie de la communauté juive de Suisse. Alors aussi d'Alsace, en tant que Guggenheim, je vous le confirme. Ouais. Non, mais ça permet d'aller gratuitement dans les musées et effectivement, les Guggenheim et les habitants d'Endingen-Lengnau ou originaires d'eux, vont gratuitement dans les musées Guggenheim dans le monde entier. Voilà. Donc, les deux synagogues, elles sont en parfait état, elles sont visitables, il y a des journées d'ouverture, etc. Il y a la seule chose qui reste, c'est le nombre de retraités, où des juifs d'originaire suisse veulent se faire soigner à un âge très avancé. Et il y a là la cuisine et le rabbin, mais c'est la seule chose qui reste la communauté. Il y a un très grand hospice de vie. On dit maintenant maison de retraite médicalisée. Il y a un très grand EHPAD. Il y a un très grand EHPAD, c'est tout ce qui reste d'actif là-bas. Ils doivent faire l'office à l'EHPAD d'ailleurs, je pense, de temps en temps. Voilà. Ils sont pas loin de la synagogue. Il y a aussi un beau mikvé. Il y a un très beau mikvé encore. Bon, on peut continuer. Donc, allez-y. Et si vous y allez, vous passez forcément par Waldshutingen, qui est à côté. Alors, à un moment donné, les gens de Lengnau, Endingen, se faisaient enterrer sur l'île du Rhin, exactement à la frontière, qui appartient maintenant à Waldshut. Donc, il y a une île où il y avait un cimetière, mais je crois que le Rhin a un peu emporté tout ça. Et ils ont un magnifique monument aux morts. Ça, c'est l'ancien cimetière. Voilà ce qu'il en reste après que les nazis soient passés. Un monument aux morts avec quelques stèles et la liste des noms au milieu. C'est très émouvant. Et alors, c'est la ville des Stolperstein. Hein. C'est deux filles qui travaillent là-dessus. En permanence, elles pensent qu'à ça. Et très beau travail de mémoire. On continue. Donc, faites les trois la même journée, ça se fait. Il faut aller à Bâle. À Bâle, il y a encore l'hôtel des Trois Rois. C'est là qu'a été quand même la première réunion sioniste. Il y a une très belle synagogue et puis il y a un musée magnifique, qui est le Jüdisches Museum der Schweiz. Il y a une brochure de la ville de Bâle sur la visite du judaïsme. Donc avec le plan de Bâle, ce qu'il faut voir, etc. Ça existe. Passez une journée en faisant du judaïsme à Bâle et vous n'êtes pas obligé d'aller à Bayer. Vous n'aurez pas le temps de toute façon. Donc faites-le en 2 jours. Dormez à Saint-Louis, c'est moins cher, et allez à Bâle, pas le tramway. La Suisse, c'est cher. Oui, mais vous dormez à Saint-Louis, vous prenez le tramway, ça va, ça marche tout seul. Suivant. Alors on passe en Allemagne, un peu loin, mais je l'ai mis quand même. C'est un petit patelin qui s'appelle Hagerloch. C'est un peu plus loin, c'est de l'autre côté. Alors il y a une grosse vallée, je voudrais le montrer sur une carte, vous chercherez. Hagerloch, il y a une synagogue qui a été reconstituée, enfin, qui était bien sûr servait de local à je ne sais pas quoi. Alors ils n'ont pas essayé de refaire à l'identique. Ils ont vraiment gardé ce qui était d'époque, mis du blanc ailleurs,
Les fenêtres n'étaient pas d'époque, ils ont mis des fenêtres métalliques pour qu'on voit bien la différence. Donc, ils ont juste conservé la forme avec une forme pas du tout au 19e siècle. Et ça, c'est un parti pris de vous montrer les destructions. De garder l'enveloppe, de garder au maximum ce qui est d'époque, et pour le reste, de montrer que ça a été détruit. Et je trouve que c'est très bien, on verra un autre exemple tout à l'heure. Alors, à Gerloch, vous avez un très très beau cimetière juif, et allez-y, il y a aussi quelque chose d'assez fabuleux. Ce que vous voyez en haut, c'est le démantèlement du réacteur nucléaire d'essai allemand de la dernière guerre, qui avait été caché dans les caves de la brasserie. Et c'était donc les gens de l'université de Stuttgart qui venaient le faire marcher. Il y avait des physiciens là-bas. Et donc, c'était les travaux allemands en vue de maîtriser l'énergie nucléaire. Et vous voyez qu'en 46-47, les gars, ils le démontent à la pelle, à la pioche. Il doit encore y avoir des radiations. Il y a eu de l'uranium. C'était simplement des barres d'uranium suspendues à un palan qu'on faisait tomber dans l'eau lourde. Puis quand ça chauffait trop, on les remontait au palan à main. Il n'y a pas eu de mort. Donc, c'est assez étonnant comme affaire. Vous feriez ça aujourd'hui, je pense que... Et il y a un musée de l'atome qui est assez passionnant sur justement le développement de l'atome pendant les dernières guerres. C'est toujours, alors c'est à peu près dans ce bâtiment, il y a un joli château, il y a un musée où il y a pas mal de judaïsme. C'est vraiment, il faut y aller à Gerloch, il faut y aller à la saison du muguet, c'est aussi, pas du muguet, pardon, du lilas, c'est la même. À la saison du lilas, c'est vraiment la ville du lilas, la ville est absolument magnifique, c'est très sympa. Vous allez sur le site, vous regardez quand tout est ouvert, hein, parce que c'est pas ouvert tous les jours. Donc à Gerloch, en Allemagne, de l'autre côté de la forêt noire, 1h30. Ensuite, suivant. On se rapproche, et là, on va dans une petite ville dans le sud du Pays de Bade, qui est Sulzbourg. Alors, je précise qu'elle fait partie de l'union des villes de Bade dont j'ai parlé tout à l'heure. Sulzbourg a une très belle synagogue, complètement reconstituée, hein, repeinte. Mais bon, c'est sympa, c'est une 19e. Et un très, très beau cimetière. Alors là, vous avez une coupe de lévite absolument magnifique, immense, qui sert à mettre les pierres. Maintenant, bon, pourquoi pas. Un joli cimetière. Alors, pour trouver le cimetière, c'est simple, vous passez à travers le terrain de camping. La maison, au fond du terrain de camping, vous avez la porte du cimetière. Là, il y avait un peu de neige ce jour-là. Donc, allez-y, c'est aussi très, très chouette. Sulzbourg. Il y a un musée de la mine, et c'est une ville de cure. Attendez, je m'arrête mon téléphone. Voilà. Donc, c'est une ville de cure, allez-y, ça vaut la journée. Très beau musée de la mine et de la géologie. Continue, suivante. Là, on a deux villes qui ne sont pas des restes juifs, qui ne sont pas proprement parlé du patrimoine, mais il faut parler de deux dames extraordinaires, Carola, je ne sais plus son nom de famille, et Christiane, que tout le monde connaît. Donc, les deux. Carola a monté un petit musée très sympathique à Emmendingen, dans l'ancien Mikvé. Dans l'ancienne maison du rabbin, son domicile, Christiane Valèche a monté un centre à Emmendingen, oui, ça c'est Carola. Et Christiane a monté la Blaues Haus à Breisach, où le cimetière d'ancien est encore là. Hein. Il ne casse pas 17 pattes à un canard, mais il est pas mal. Donc, allez les voir quand ils organisent quelque chose, allez visiter le musée de Carola, ça vaut vraiment la peine. Et c'est des gens à qui il faut rendre hommage, je crois, et j'en profite que j'ai la parole pour le faire. Ensuite, là, on s'approche de Schmieheim. Schmieheim, c'est un cimetière absolument magnifique qui prend la suite de Mackenheim en Alsace. Hein. C'est pour les Juifs de Breisach, entre autres, avant celui de Breisach, et les Juifs de Markolsheim, etc. Tous, c'est un cimetière de regroupement, côté allemand. Très, très belle tombe. En bas à droite, vous voyez des tombes à caractère non plus gravé, mais en relief. Il y a toute une série qui sont toutes plus belles l'une que les autres. À droite, vous avez des tombes un peu plus récentes avec une série de mains de Cohen. En haut, vous avez quelque chose de très, très émouvant. Il y a toute une série de toutes petites pierres, de petits carrés où il y a juste les noms de 39, 40. C'est des Juifs qui meurent à cette époque. Bien entendu, vu la période nazie, on les enterre encore au cimetière, mais on ne met pas de pierre tombale. On ne peut plus, on n'a plus le droit. Et en bas, alors, et à gauche, vous avez un truc qui est assez énorme. Vous avez le monument de la guerre aux morts juifs, soldats allemands de la guerre de 14-18. Et apparemment, ce genre de choses n'a pas fait réfléchir les nazis. Ça doit être quand même un des derniers très importants
qui reste vivant, tout à fait là. Ce cimetière s'est immobilisé dans le temps en 1945, mais il n'a pas été touché du tout. Et donc, il y a 3 siècles de tombes absolument magnifiques. Suivant. Tout à côté, alors souvent on les présente dans la même histoire, vous avez la synagogue de Kippenheim. Alors, elle n'était pas restée comme ça par les nazis, elle a été reconstruite complètement. Pas complètement, mais il y a des tours avaient disparu. Elle servait d'entrepôt pour les Raiffeisen, vous savez, les fameuses coopératives allemandes. Et là, il y a une trentaine d'années, même pas, oui, dans les années 90, mais ça fait 30 ans, ils ont commencé à la restaurer, à la reconstruire, à lui redonner son aspect d'origine. Donc c'est très joli. C'est très souvent, il y a des programmes très souvent. Là, je vous ai montré la journée de la culture juive en bas, un concert en haut. Alors toujours le même principe. On ne va pas reconstituer l'intérieur, mais on va rappeler les volumes par des constructions métalliques. Vous voyez que là, on est cuivré. C'est très joli. C'est or. Ça reprend la forme des tribunes. Ça reprend l'emplacement des tribunes. Ce n'est pas les tribunes, mais on voit comment c'était. Et je vous ai mis simplement le dessin de construction de la synagogue au-dessus. Et au-dessus, et on continue. S'il y a encore quelque chose, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc, j'ai pas mis le mikvé d'Offenbourg, qui est très beau, parce qu'il n'y a tout simplement pas de bonnes photos. Alors, je pensais en avoir, j'en avais pas. Je voulais les avoir en diapo. Elles n'ont pas été numérisées. Et ce qu'il y a sur Internet, il n'y a rien de correct. Il y a un musée aussi du souvenir, un musée qui est am Salmenhaus, à Offenbourg, qui vaut la peine, où c'est toujours la même histoire, se protéger de la réminiscence du nazisme et lutter contre le racisme. C'est très présent en Allemagne, pas du tout chez nous. Ça n'empêche pas qu'il y ait aussi la merde, hein, de temps en temps. Mais bon, il faut en parler. Voilà, il n'y a pas grand-chose finalement. Si j'avais fait l'Alsace, avec un peu les mêmes idées, j'aurais probablement eu plus de choses. Là, rendez-vous compte qu'on a été quand même à 2 heures de route dans toutes les directions. Mais bon, ça vaut quand même le coup d'y aller. Voilà. Bon, Question. bravo pour le marathon. C'est assez bien préparé quand même, tu vois. Voilà. On a quelques minutes devant nous, alors si vous avez des questions. Oui, Françoise. Oui, bonjour. Bonjour. J'aimerais juste rajouter que par rapport à Kippenheim, il y a eu l'année dernière, en septembre, une cérémonie au cimetière de Schmieheim, ce fameux cimetière. C'était la première fois depuis la guerre que les gens se sont réunis, c'est-à-dire des officiels allemands, français et des représentants de la communauté juive et beaucoup d'Alsaciens. Et ensuite, la cérémonie a continué dans la synagogue de Kippenheim avec la chorale de chants sacrés. Et je l'avais relaté d'ailleurs dans Écho Oui, non, Unir. mais ils ont un énorme programme d'animation, de chant, de musique, de klezmer. Ils font régulièrement, tous les ans, ils rappellent la nuit de cristal. Ils vont tous les ans, ils organisent des excursions à Gurs. Donc c'est vraiment un programme tout à fait. Il doit faire une vingtaine d'événements par an. Hein. C'est pas un petit centre culturel. Pareil à Amsalmenhaus à Offenbourg, c'est pas des petits centres. Pareil à Breisach, j'avais une photo, ils étaient dans la cour, il y avait 200 jeunes qui écoutaient Christiane. C'est des travaux assez extraordinaires qui se passent là-bas. Moi, je vous renvoie aussi à la lecture d'Écho Unir, puisque j'avais relaté l'événement qui avait lieu à Kippenheim, Schmieheim, en rappelant l'histoire, en complément de ce que vient de nous montrer Jean-Pierre. Et j'avais fait un article aussi sur Breisach. Et dans le prochain Écho Unir qui sort pour Hanouka, c'est un scoop, mais j'ai fait un article sur Emmendingen. Ouais, bah, tu as vu Carole Agasse? Voilà. Tu as été voir Carola. Françoise. Non, c'est Monica qui est la permanente que j'ai interviewée. Françoise. La présidente, c'est Carola. Françoise, est-ce que la famille Breisacher viendrait peut-être de Breisach? Probablement. Sans doute. Mais il y a longtemps.
Oui, il faut demander Christiane. Christiane avait fait un Zoom formidable en mois d'octobre où elle avait vécu plusieurs années aux États-Unis et elle a été à la recherche de familles juives originaires de Breisach qui avaient émigré aux États-Unis. Et là, elle avait organisé un Zoom avec plusieurs dizaines de personnes qui étaient en Californie, qui étaient à New York, qui étaient en Floride et je ne sais où. Et tout le monde parlait de Breisach. C'était le jour anniversaire, 80 ans de la déportation des Juifs du Pays de Bade. C'était le 22 octobre. Donc le jour d'anniversaire du GURS. Et il devait y avoir une cérémonie officielle. Et cette cérémonie, la veille, a été annulée pour cause de Covid par le maire de Breisach. Mais tous les ans, ils font leur voyage, ils font leur pèlerinage à GURS. Il y a également des gens qui y vont d'un peu partout, hein, puisqu'ils ont été déportés. Alors ça, c'est assez étrange. Les Juifs de Bade sont rassemblés, sont déportés en France, donc dans le mini de la France. Pas mal vont réussir à s'échapper. Enfin, un certain nombre vont s'échapper, pas mal non, et seront rapatriés en Allemagne pour passer à Auschwitz. Donc ils vont rester quelques mois à Gurs où on va réussir à sauver pas mal d'enfants quand même. Voilà. Donc il y a toute une histoire, toute une aventure de la guerre qui est différente de la nôtre, hein. C'est les Allemands quand même, donc les Allemands prenaient un peu plus de gants avec les Allemands, tout au moins au début. Oui, les Juifs d'Alsace qui n'étaient pas évacués en septembre 1939, ils ont aussi été expulsés par les Allemands quand ils sont arrivés vers la France. Oui, mais ils ont été expulsés avec liberté d'aller où ils voulaient, alors que les Juifs de Bade ont été mis en camp de regroupement à Gurs. Camp d'internement à Gurs, qui était d'ailleurs un camp qui avait servi aux républicains espagnols avant par le gouvernement, mais alors pas comme camp d'internement, comme camp de triage, on va dire. C'était le même qui était resté, puisque quand les républicains espagnols sont arrivés en France, on les a isolés pour vérifier qu'ils n'étaient pas dangereux, etc. C'était pas une très belle, c'est pas très glorieux pour la République. Et c'est le même camp de Gurs. Et à Rivesaltes. Oui, Michel? Et les réfugiés espagnols avaient été mis aussi au camp de Rivesaltes. Rivesaltes, oui. Il y avait les deux. Donc voilà. Les Gurs, ça servait, je crois, ensuite après au Rivesaltes. Les deux, ou les deux ont servi ensuite aux collaborateurs. Le camp, ça se récupère très bien. Ok, encore des questions? Oui, bonjour, j'aurais voulu poser une question. Bonjour. Concernant la synagogue de Worms. Oui. En fait, moi je suis originaire de Normandie, ayant grandi en Alsace, et particulièrement concernée par la Maison Sublime de Rouen. Et la question que je me posais, c'est est-ce qu'il y a des liens au niveau de l'architecture entre la synagogue de Worms? Alors, non. Peut-être des liens avec l'ancienne synagogue de Rouen, qui a été détruite au 19e, la fameuse tour, là, qu'on appelait la tour, dont on parle. C'est la même époque, c'est probablement la même architecture. C'est l'architecture assez classique en Allemagne, mais qui vient de France. Il faut savoir que les Juifs allemands, je ne l'ai pas dit, mais les Juifs allemands de Speer et de Worms, quand ils arrivent en Allemagne, parlent français. Ils viennent du sud de la France. Puis ensuite, il y aura ceux qui viennent en 1306. Le langage officiel des Juifs de Choum, au départ, c'est le français. Ce n'est pas l'allemand. Oui, c'est d'ailleurs Rachi, quand il a traduit dans ses commentaires des mots difficiles, il les a expliqués en loise, ça veut dire en langue étrangère. Alors, il les a expliqués en français de son époque. Et là, on peut étudier beaucoup de mots en français, faire un vocabulaire français. Mais pas en allemand. Rachi, parce que lui, il a traduit. Pour lui, la langue étrangère n'était pas l'allemand à Worms dans son Beit Midrash, c'était le français. C'était le français. C'était le français. C'est clair que jusque vers... c'est clair que ces communautés, c'est pour ça que je vous dis, c'est tout nouveau, mais ça vient de France. Ça vient en particulier de la première expulsion du Royaume de France par Philippe alors c'est pas Philippe le Bel, c'est celle d'avant, l'expulsion d'avant, la première, et Philippe Auguste, je crois, oui. Et ensuite, il y a une première expulsion à peu près un siècle avant, et donc, et l'arrivée des Juifs qui sont très nombreux, des Juifs qui viennent de Provence. Vous savez que le Saint-Empire romain germanique va en Provence, va à Rome, donc vous avez aussi les Calonimos. Vous avez les Calonimos qui arrivent également d'Italie, de Luc, qui vont également être les premiers
les premiers lettrés, alors ça, j'en ai pas parlé, qui seront les premiers lettrés de la région de Worms, enfin, plus exactement de Mayence. Les Kalonymos viendront par Mayence. Donc, vous avez, on sait comment ils s'installent, on sait qui s'installe là, hein, c'est pas un problème. Je ne sais plus la question. Alors, la Maison Sublime pour moi, j'ai bien regardé, je l'ai tourné sous tout, c'est la yeshiva, comme le dit notre ami américain, et la synagogue était autre chose. La synagogue est détruite au 19e. Bon. D'ailleurs, une question, si vous permettez. Je me suis beaucoup intéressé à l'archéologie des Beit Midrash et des yeshivas, Ouais. qui n'étaient pas identiques à la synagogue. Depuis quand, dans cette région, on peut distinguer des yeshivas ou Beit Midrash qui sont à part de la synagogue? Alors, une synagogue sert toujours de Beit Midrash, mais très souvent, il y a un institut privé, alors qui n'est pas tellement dépendant de la ville, qui dépend de la personnalité du rabbin, qui est généralement payé par les bourgeois de la ville, qui vont aller prier dans cette yeshiva, c'est ceux qui sont en même temps les donateurs. Donc il y a une différence quand même à Rouen, c'est assez net, mais un peu partout, vous avez pas une confusion complète entre le kollel. Alors c'est plus tellement la yeshiva, c'est carrément le kollel, c'est-à-dire les rabbins déjà confirmés qui vont faire un cercle à part qui ne sera pas le cercle de la communauté. La communauté, c'est pour tout le monde. Ouais. Donc il y aura la yeshiva qui va prendre des étudiants jusqu'à 17-18 ans, et ensuite, ceux qui se destinent à une carrière rabbinique ou d'experts vont, ou de Dayan, vont, même au Moyen-Âge, étudier dans un groupe à part. Et ce groupe, physiquement, ne peut pas se réunir dans la synagogue. C'est des gens mariés, etc. Donc on a vraiment cette différence, on la voit un peu partout. Hein. Oui, mais ça, je vois, il y a des témoignages par écrit de ce phénomène. Il y a aussi des témoignages archéologiques. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Mais quand on regarde les synagogues dites françaises, c'est-à-dire les synagogues françaises, le modèle français, qui est le modèle final des synagogues en fait médiévales, hein. La synagogue à 2 étages avec la synagogue en haut puis des salles publiques, je pense que c'était le modèle des yeshivas médiévales. Je pense que la synagogue à nef haute, c'est parce que telle qu'on la trouve encore à Prague, par exemple, etc., en copie à Worms, en réalité à Miltenburg, en réalité à Rouffach, la vraie synagogue médiévale n'est pas faite pour avoir une yeshiva, il n'y a pas de salle d'études, etc. Et donc, ça, c'est le modèle de synagogue. C'est le modèle de synagogue en France. Sauf qu'en France, on détruit, on arrête ça en 1306, c'est-à-dire très tôt, avant même, en Champagne, mais avant, et ailleurs, et donc on n'en a plus. On n'en a plus, la seule qui reste, on n'en a plus, la seule qui reste, c'est Rouffach, mais c'est allemand, et c'est probablement Provins. Provins, je pense que c'en est une. Il y en avait une autre qui avait été donnée, pour moi, elle n'est pas bonne, parce que les colonnes sont est-ouest, et non pas nord-sud. Donc, je ne suis pas d'accord qu'elle n'existe pas. Mais il y en avait, mais il n'y en a plus, quoi. Il n'y en a plus, tout simplement, parce que les choses ont fait qu'elles ne sont plus utilisées. Vous savez, un bâtiment qui n'est plus utilisé à partir de 1306, s'il n'est pas réutilisé pour autre chose, pour faire une église, par exemple, on ne le trouve plus, il va être détruit. En Silésie, on en a beaucoup de synagogues médiévales. Elles sont toutes réutilisées comme églises. Elles sont toutes réutilisées comme église. Vous avez une nef avec des murs très costauds, avec les 2 colonnes au milieu, le modèle Worms. Et puis ça se prolonge par un chœur. Et quand on regarde, on dit tiens, il y a la synagogue avant le chœur. Il y en a une dizaine comme ça. Et ça, en France, on ne les a plus. Parce qu'il y en avait l'une ou l'autre qui ont été détruites au 19e. Au 19e, après la Révolution, et puis c'est des vieux bâtiments, on fait des églises neuves. Les dernières ont sauté au 19e. Celle de Rouen, par exemple. Merci. C'est une grande réponse. Là, c'est un autre aspect, mais on pourrait en parler. Hein, Là, j'ai fait un article de 50 pages là-dessus, je peux en parler un jour. Voilà, peut-être une dernière question avant de quitter, si quelqu'un a encore. Voilà. Sinon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Je vous donnerai rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yoav. Merci beaucoup. Merci. Allez, à bientôt. Merci, c'était intéressant. Salut Daniel.
Toi, Daniel, Salut. on est du Guggenheim. Oui, voilà. Effectivement, mais je n'ai pas eu la gratuité. Hein, Ah, bah, tu l'as pas enfin, demandé, mon fils n'a pas eu la gratuité. Non, je l'ai pas. On ne l'a pas demandé, en fait. Ouais. Comment ça avance? Comment ça avance tes travaux, là? J'ai rendez-vous jeudi à la mairie. Ok. Donc, Bah, je vais avoir les devis et je vais avoir des renseignements à propos de ce qu'ils veulent éventuellement faire au niveau de leur projet, là, au niveau de l'architecture du 20e siècle. Là, on est à Saint-Dié. Hein. Oui, c'est à Saint-Dié. J'aurai des renseignements à ce propos. Ouais. Ben voilà, rendez-vous à Saint-Dié. Bientôt. Oui, bientôt, j'espère. Allez, je viens de voir voilà. citer, je te promets. Oui, au revoir tout le monde. Bientôt, hein. Au revoir tout le monde. Au revoir.